Fini la joie de l'obtention du baccalauréat. Place maintenant aux choses sérieuses. Et la première étape, ce sont les préinscriptions en ligne qui ont démarré le lundi 21 août pour s'achever le 22 septembre prochain, date des rigueurs. Une opération qui va permettre aux nouveaux bacheliers d'être enregistrés dans la base des données de l'enseignement supérieur. Pour ce premier jour des préinscriptions, même si les cybercafés ne connaissent pas d'engouement, certains nouveaux bacheliers sont tout de même visibles dans ces espaces. J'ai eu pas mal, 2, 3, 4 nouveaux étudiants qui sont venus se faire préinscrire. À Cocody Blocos, ces nouveaux bacheliers qui ont eu l'information sont venus s'acquitter de cette obligation. Mais ils y rencontrent quelques difficultés dans le mode opératoire. Moi, je ne savais pas, c'est hier qu'on m'a envoyé un message pour me dire que les inscriptions étaient disponibles. Voilà, donc je suis venu voir ce matin comment ça se passe un peu, puisque je ne sais pas. Donc j'ai vu le gérant pour m'aider un peu comment ça se passe. Je crois que je devais venir faire seulement que des choix, et puis après maintenant, j'allais faire, si je dois partir faire des paiements, j'allais faire des paiements là-bas. 10 000 à payer par un moyen électronique avant de terminer la préinscription en ligne. Une information que la plupart des concernés ne savent pas. Une autre de leurs inquiétudes, le choix de l'opérateur mobile pour le paiement électronique du droit de préinscription. On nous demande de composer étoile 133 dièse. Oh, pourtant, moi, je n'ai pas de plus Move ni MTN. Il y a seulement qu'une puce Orange. Maintenant aussi, pour faire l'inscription, on demande de payer une somme, 10 000 francs. Quand on n'a pas ça, le moment. Des préoccupations auxquelles les nouveaux bacheliers attendent des éclairages du ministère de l'Enseignement supérieur et de la Recherche scientifique. Ce sont 14 personnes venues du Bénin, du Burkina Faso, du Niger et du Sénégal qui reçoivent leur diplôme de fin de formation à l'École multinationale supérieure des postes d'Abidjan, EMSP. Après une formation de 10 mois au cycle des inspecteurs des postes, ces cadres sont maintenant aptes à rejoindre leurs pays respectifs pour mettre ces connaissances au profit de la poste africaine. L'école doit permettre d'avoir des connaissances nouvelles. Et on peut se dire qu'aujourd'hui, franchement, on a reçu une bonne formation, voilà, dans le cadre postal, même académique. Donc on peut dire que franchement, on est bien outillé aujourd'hui pour pouvoir servir nos pays respectifs. La concurrence est rude sur le marché postal et il faut des hommes bien formés, des hommes capables d'apporter des transformations dans nos postes pour pouvoir véritablement faire face à ces nombreux défis de ce marché postal qui est de plus en plus en mutation. Donc le plus grand pour nous, c'est ce qui reste à faire. Occasion pour le directeur général de l'École multinationale supérieure des postes d'Abidjan d'évoquer les défis qui attendent la poste africaine à l'heure du numérique. La poste, quoi qu'on dise, elle est incontournable. La poste, c'est quoi? C'est une mise en relation. C'est une mise en relation physique de personnes avec des objets ou des colis. Et donc la poste a toujours son rôle à jouer. C'est vrai que ces dernières années, on a vu que le niveau d'activité n'était pas celui qu'on souhaitait. Les habitudes des gens ont changé. Vous avez très bien dit, l'Internet et tout ça, tout cela a pris du pas. Mais pour nous, ça, c'est des opportunités. Partout dans le monde ou bien dans tous les domaines d'activité, on ne peut pas aujourd'hui se passer des technologies de l'information et de la communication. Cette cérémonie de remise de diplôme a enregistré la présence de plusieurs personnalités, dont le représentant du ministre de la Communication, de l'économie numérique et de la Poste de Côte d'Ivoire, qui salue cette mise à niveau de ses agents. C'est aussi une façon, je vais dire, de récompenser des élèves qui pendant 2 ans sont venus dans cette école, ont travaillé parfois dans des conditions difficiles et qui viennent brillamment de terminer leur cycle de formation. La Poste a de l'avenir et il faut qu'avec leur concours, ils soient agiles en esprit pour faire épouser à nos postes publics les vrais enjeux qui sont ceux de la poste d'aujourd'hui et de demain. Créée en 1970, avec son statut intergouvernemental, l'École multinationale supérieure des postes d'Abidjan forme des cadres moyens et supérieurs des postes de l'Afrique francophone.
Danse au rythme du tambour parleur de Diakou Sud, localité dans le département de Boisflé, prestation d'artistes du terroir gouro et d'humoristes. Nous sommes à l'ouverture de la 23e édition du Festival national Vacances Culture, 5 jours, du 16 au 20 août, pour sainement occuper plus de 1000 jeunes venus des 31 régions du pays. 5 jours aussi pour ces festivaliers de faire montre de leur talent dans les arts littéraires, visuels et dramaturges. Des domaines où Boisflé regorge de talent dont il convient de s'imprégner selon le ministre de la Culture. Nous avons voulu que nos jeunes viennent à l'école de ce savoir-faire afin qu'instruits et inspirés de ces valeurs, ils puissent produire des arts à la beauté et aux dimensions de celles qui sont créées par le peuple de Boisflé. Comme le ministre de la Culture, le maire de Boisflé et le président du conseil régional de la Maraoué exhortent chaque région à se doter d'un festival et les jeunes à s'inscrire dans les disciplines artistiques. Objectif, culture de la paix et développement, des idéaux partagés par le parrain de la 23e édition du Festival national Vacances Culture, Charles Kofidibi. Ce festival consolide les relations entre vous, renforce l'unité nationale et participe à la promotion de nos valeurs culturelles. J'invite tous les jeunes Ivoiriens, et ceux de la Maraoué en particulier, à s'associer massivement à cet effort qui engage tous les Ivoiriens. Au menu du Festival national Vacances Culture, le théâtre, la danse, le conte, la photographie, la sculpture, la poésie, bref, 14 disciplines auxquelles va s'ajouter l'humour dès l'année prochaine. À quelques kilomètres des maisons bleues de Jodhpur qui font la fierté du Rajasthan, des campements d'émigrés hindous venus du Pakistan. Depuis 70 ans et la partition entre l'Inde et son voisin à majorité musulmane, ils sont des milliers à avoir traversé la frontière pour des raisons religieuses. La nationalité indienne s'obtient au bout de 7 ans, pendant lesquels il leur est interdit de quitter le Rajasthan. Mais pour certains, l'attente est bien plus longue. Jogdas a manqué d'1 jour la date limite pour déposer sa demande de citoyenneté. Depuis plus de 10 ans, il est apatride. Si je dois payer le prix pour avoir dépassé d'1 jour la date limite, pourquoi est-ce que le gouvernement ne ferait pas de même pour avoir retardé ma citoyenneté de 11 ans? Pourquoi est-ce que le gouvernement ne nous reconnaît pas comme citoyens? Sans papier, une fois leur passeport pakistanais expiré, la plupart des immigrés vivent dans des logements illégaux, sans eau ni électricité, et travaillent dans des carrières de pierre. Kanaramji est devenu citoyen indien en 2005, mais vit toujours dans un logement illégal. L'Inde n'a pas signé la Convention des Nations Unies sur les réfugiés et refuse de leur reconnaître ce statut. L'arrivée au pouvoir du Premier ministre Modi, pro-hindou, a suscité des espoirs, vite déçus. Alors oui, il a accordé des choses, mais pour l'instant, ce ne sont que des mots. On attend toujours de les voir appliqués sur le terrain. Plus de 500 000 émigrés hindous vivent actuellement au Rajasthan. Certains, découragés, finissent par retourner au Pakistan, où ils représentent 1,5% de la population. La colonisation de la Corée par le Japon commence en 1905 par l'établissement d'un protectorat. Cependant, depuis 1894, les deux pays étaient déjà liés par un traité d'alliance militaire. Une première ébauche de la colonisation se fait avec le traité de Gandois 1876, premier des traités inégaux signés par la Corée, ouvrant les villes de Busan, Chemulpo, Ucheon et Wonsan aux Japonais calqués sur la Convention de Kanagawa 1853 entre les États-Unis et le Japon. Ce protectorat, d'abord établi par le traité de Portsmouth 1876, qui clôt la guerre russo-japonaise, est confirmé par divers accords bilatéraux. Le plus important d'entre eux est le pacte Taft-Katsura, signé entre le ministre américain de la guerre et le premier ministre japonais Katsura Taro. Cette occupation est renforcée par la signature d'un traité d'annexion, un autre des traités inégaux, en août 1910. Bien que les différents actes établissant ce protectorat puis cette annexion aient été signés sous la contrainte dans le cadre d'une politique de la canonnière, les Japonais désignent cette annexion sous le nom de Nikan-Ego, la fusion nippo-coréenne conforme au droit international de l'époque.
L'Empire japonais prit durement en main la péninsule et exerça une domination souvent qualifiée d'impitoyable, nettement freinée par la résistance des Coréens. Avec la Seconde Guerre mondiale, l'enseignement du coréen qui avait été auparavant obligatoire est arrêté le 31 mars 1941. La Corée sert des réservoirs aux Japonais qui y puisent matières premières, denrées agricoles et durant la Seconde Guerre mondiale de la main-d'œuvre à coût inférieur pour leurs usines. Beaucoup de femmes servirent de prostituées forcées aux soldats japonais durant la Seconde Guerre mondiale. La situation se maintint jusqu'à la reddition du Japon le 15 août 1945. La Corée fut alors divisée en deux zones d'occupation administrées respectivement par l'Union soviétique au nord et les États-Unis au sud.